Merci à tous. On n'est pas en avance, donc merci encore. Bon, écoutez, il y a 10 ans, j'étais pas sûr d'être là aujourd'hui. Et donc, on verra dans 10 ans. On n'est pas sûr que la situation nous facilite la tâche, mais on est toujours aussi engagé. Je vais appliquer un conseil que Patrick Devedjian avait donné un jour lors d'un colloque à un animateur qui le pressait de terminer son propos et qui lui avait dit « Commencez par vous taire ». Et je vais demander à toute l'équipe, parce que c'est un sport, pour emprunter une formule à Bourdieu, la presse professionnelle est un sport de combat collectif. Je vais demander à toute l'équipe de me rejoindre. Catherine Bernard, rédactrice en chef, Emmanuel Chaudieu, Valérie Boucaud, Guillaume Ducable, Elena Jeudi Balini, Sébastien Simetto, Brieux-Kiel, et je suis sûr que j'en oublie, et Fabienne Proux, et Raphaël Richard, qui est désormais responsable budget vert à la région Normandie. Le journalisme mène à tout à condition d'en sortir. Et donc voilà, si vous pouvez les applaudir, parce que c'est grâce à eux qu'on existe. Voilà, et je terminerai mon discours en vous disant toute ma reconnaissance pour vos talents, ma reconnaissance pour ce projet. Thomas Hans en parlera, puis tout à l'heure, ce projet qui est plus grand que nous, comme on aime dire, et qui continue à nous animer, puisque finalement, le Grand Paris, c'est quelque chose qui demeure un projet emblématique d'une volonté de réformer un territoire formidable, immensément riche, à la gouvernance perfectible. Voilà, n'est-ce pas? Merci à tous et à bientôt pour le cocktail. Merci beaucoup, merci. Merci Jacques, merci beaucoup, merci à tous. À présent, pour conclure cette séquence des 10 ans, j'ai le plaisir d'appeler pour un certain nombre de cartes blanches Thierry Lajoie, directeur délégué du groupe Quartus, Jacques Gaudron, président du club des entreprises du Grand Paris, Michael Silly, président du club Grand Paris Ville Hybride, Bernard Landau, président de La Seine n'est pas à vendre, Pierre Mansat, ancien adjoint au maire chargé de Paris Métropole et des relations avec les collectivités territoriales d'Île-de-France auprès de Bertrand Delanoë, Laure Mériot, architecte associé et présidente de l'atelier 234, Michel Ronet, de Chevreux Notaire, Jacques Baudrier, adjoint au logement de la ville de Paris, et Marion Waller, directrice générale du pavillon de l'Arsenal. Vous pouvez les applaudir. Alors merci à tous. L'exercice est très simple. Une photo, un commentaire. Thierry Lajoie, c'est parti, la parole est à vous. Bonjour à tous, bon anniversaire au Journal du Grand Paris. Pour qu'il y ait un anniversaire dans 10 ans, il faut souhaiter longue vie au Journal du Grand Paris. Mais pour qu'on puisse souhaiter longue vie au Journal du Grand Paris et le retrouver dans 10 ans, faut-il souhaiter longue vie au Grand Paris lui-même. Le Grand Paris, c'est pour nous tous, au-delà d'un périmètre, au-delà d'un projet, c'est une vision, c'est un souffle. Je le disais tout à l'heure dans le petit film, c'est un mouvement d'idées. C'est une ambition mondiale en même temps que des exigences locales. Mais pour ceux qui ont la conviction, si décarboné soit-il, qu'il n'y a pas de Grand Paris sans grand projet, je voudrais dire la joie que nous avons eue à connaître la naissance du Grand Paris Express, à connaître les inventons et les réinventer, à connaître les Jeux Olympiques, et nous dire ensemble aujourd'hui, ne baissons pas la garde. Où sont les Grands Paris Express, les réinventés et les Jeux Olympiques de demain? Nous devons relancer sans cesse des actions aussi ambitieuses que les petites actions quotidiennes qui sont indispensables au Grand Paris. Et l'image que j'ai choisie ne représente pas une plongée dans le noir. Il ne s'agit pas du Grand Paris qui éteindrait la lumière. Il s'agit d'un projet avorté, celui du Central Park du Grand Paris. Ceux qui avaient dès 2010 imaginé qu'on pouvait, autour du parc Georges Valbon en Seine-Saint-Denis,
construire comme des immeubles au bord de le parc Monceau une utopie nouvelle. Et si j'ai choisi cette image, c'est pour penser à tous les projets qui ne se sont pas faits à côté de tous ceux qui se sont faits et de tous ceux qui restent à faire, et pour rendre hommage à l'auteur de ce projet qui, de banlieue 89, dans les années 80, c'est là que je l'ai connu, jusqu'à Paris en grand, a toujours cru au Grand Paris, et peut-être même un peu avant les autres, l'architecte Roland Castro. Merci Thierry Lajoie. La parole est à présent à Michel Ronet, notaire associé de Chevreux Notaire. Vous pouvez l'applaudir. Alors, j'ai choisi une photo à Bagnolet. Bagnolet pour illustrer, là, en l'espèce, le pavillonnaire très divers dans le Grand Paris, le pavillonnaire qui se transforme. Cette photo, elle m'a été donnée par Benjamin Aubry, du cabinet Yudo. Cabinet Yudo qui a travaillé à toute la transformation douce du pavillonnaire et dont d'ailleurs le Grand Paris a montré avec beaucoup d'intérêt tout le travail. Et en fait, le pavillonnaire, l'intérêt, c'est aussi tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui, sa transformation douce. C'est une façon de recycler la ville, de faire la ville. Et aussi, ce qui est extrêmement important, c'est que ça répond à beaucoup d'enjeux sociétaux. Et donc, c'est quelque chose de très intéressant et qui peut répondre largement aux besoins de logement à Paris, puisque le pavillonnaire, dans le Grand Paris, c'est une part très, très importante du territoire. Merci beaucoup, Michel Ronet. Merci beaucoup. Jacques Gaudron, président du Club des entreprises du Grand Paris, la parole est à vous. Il faudrait une manette parce que normalement... Ça va venir, c'est bon. Je sais pas, il y a une petite animation. On appuie là-dessus, là. Alors là, vous avez le Grand Paris avant le ZAN. D'accord ? Donc ça, c'est ce qu'on voit dans les PLU, PLUI, R+3, c'est classique, c'est rare. Et en fait, c'est ce qu'on voudrait faire, mais on n'y arrive pas. Alors après le ZAN, qu'est-ce qu'il faudrait faire? C'est ce que demandent tous les gens, c'est la verticalisation. Alors j'ai pris le même volume, je l'ai fait tourner de 90, et on arrive à ça. Donc R+3 devient R+5, et vous remarquez qu'au sol, ça dégage de l'emprise au sol, de l'espace public, donc c'est génial. Le problème, c'est que les déjà là ne sont pas contents, ils n'en veulent pas. Alors on ne va pas revenir là-dessus sur les raisons, mais au Club des entreprises du Grand Paris, on réfléchit, comme le disait Thierry Lajoie, à interroger les modèles et peut-être... aller foutre en l'air quelques paradigmes. Et on interroge le modèle constructif et on se dit, voilà, ça c'est donc la situation de départ qu'on n'arrive même pas à mettre en œuvre. Mais qu'est-ce qu'on pourrait faire pour y arriver? Il y a une idée qui a surgi et pour être très franc, vous ne le répéterez pas, mais il y a un grand nombre de promoteurs, d'aménageurs, de directeurs immobiliers qui trouvent que cette idée est une piste de réflexion. Ce serait de dire... On va mettre 2 étages de plus. Monsieur le maire, on va mettre 2 étages de plus. Madame le maire, 2 étages de plus. Mais on va partager la plus-value de ces 2 étages avec les déjà là. C'est-à-dire qu'il faut faire en sorte que la plus-value qui est là soit partagée avec les voisins, avec ceux qui sont autour. Et vous avez remarqué que ceux qui faisaient la gueule avant, et là, ils demandent que le projet se fasse. Voilà une piste de réflexion à laquelle je vous invite. Merci beaucoup, Jacques Gaudron. La parole est à présent à Michael Silly, président du club Grand Paris Villibride. Merci. Alors, j'ai choisi une photo du 6B à Saint-Denis. Le 6B, c'est un tiers-lieu créé en 2010 par Julien Belair, architecte. Je rencontre Julien Belair en 2010, en plein lancement de Villibride. Le 6B est implanté dans une ancienne friche industrielle, coincée entre un faisceau ferroviaire, le canal Saint-Denis et la Seine. Le 6B accueille des artistes pour travailler et exposer. C'est aussi un tiers-lieu qui, dès sa création, cherche à répondre aux besoins des habitants du quartier, en créant salles de musique, cantines et salles des fêtes pour les familles alentours. Pourquoi avoir choisi le 6B? Villibride, bien que créé à Saint-Germain-en-Laye, s'est acculturé aux nouvelles façons de faire la ville au contact des acteurs alternatifs implantés dans les friches de Seine-Saint-Denis. Soit l'essence même
du projet Grand Paris, qui fait du rééquilibrage entre l'ouest et l'est de la métropole son but initial. Qu'est-ce qui caractérise ces friches du Nord-Est? Elles sont investies par des collectifs qui, comme le 6B, s'autosaisissent de problématiques locales et cherchent à y répondre avec des bouts de ficelle et beaucoup de générosité. Le 6B fait partie d'un réseau informel de lieux alternatifs dont l'une des particularités est d'être pas ou peu subventionnés. Ce sont donc des lieux très libéraux, tant du point de vue économique que sociétal, qui s'autosaisissent de missions d'intérêt général. Précurseurs, ces lieux s'intéressent dès 2010 et bien avant à la ville déjà constituée pour la transformer au gré des nouveaux besoins, des nouveaux usages, des enjeux émergents. Le 6B, c'est donc un petit peu l'anti-Grand Paris ultra planifié, pensé par le haut pour le bas. Le 6B, au contraire, une initiative qui partait du terrain pour acculturer le haut, les acteurs publics et privés, aux nouvelles modalités des projets urbains, plaçant l'habitant, les enjeux environnementaux, l'innovation sociale au cœur de sa démarche. Merci beaucoup, Michael Silly. La parole est à présent à Bernard Landau, président de La Seine n'est pas à vendre. Oui, bonjour. Merci de nous inviter, de m'inviter à cet anniversaire. Pour les gens qui me connaissent, je suis un professionnel de la profession, mais retraité depuis 10 ans, qui est passé du côté de la société civile, donc dans le monde associatif. Alors, nous fêtons, et bravo, l'anniversaire du Journal du Grand Paris. 10 ans, 10 ans, c'est le début de l'adolescence. Tout est devant nous. 10 ans, c'est... Il est éteint. Non, 10 ans, en fait, si vous voulez, pour ce qui me concerne, qui commence à travailler en banlieue, et puis ensuite en ville nouvelle, et ensuite à la ville de Paris, c'est vraiment le début d'une aventure, quoi. Comme je représente la société civile, on attend le Parisien du Grand Paris, en fait, si vous voulez, par exemple. C'est-à-dire qu'il y a un quotidien qui parle au-delà des acteurs, et les acteurs économiques font énormément de choses, on l'a entendu. Mais où est la démocratie, où est la société civile? Indépendamment des élus, ça ne suffit pas. C'est un peu de ces questions-là, je pense, dont il faut également parler pour l'avenir. Si je suis... puisqu'on ne peut pas être trop long, mais c'est un peu l'essentiel du message que je fais passer en ayant aussi participé à l'écriture d'un livre qui s'appelle « Pour en finir avec le petit Paris ». Si je reste juste sur une question qui m'est chère, c'est la Seine, ça serait une proposition, compte tenu des enjeux qui touchent la Seine et qui sont réactualisés d'ailleurs par l'enquête qui démarre entre novembre et je crois le mois de mai 2025 sur les questions de SDAGE et actualisation des plans d'inondation. Nous sommes plusieurs associations à proposer, et là je m'adresse à la métropole, à ce que soient créées des maisons de la Seine et de l'eau, qui soient des lieux de rencontre avec la population, les élus, les habitants, les acteurs, pour que les questions passionnantes que nous discutons dans le cadre de ces réunions et du journal puissent toucher beaucoup plus de monde. Voilà. Merci beaucoup, merci Bernard Landau. La parole est à présent à Pierre Mansat, ancien adjoint au maire auprès de Bertrand Delanoë. Bonjour, merci Jacques Paquier de cette invitation. Donc bravo à Jacques Paquier et à toute l'équipe, parce qu'il y a 10 ans, ce n'était pas garanti qu'un tel journal puisse continuer à exister. Alors, on a 2 minutes, 3 phrases, 3 suggestions, 3 vœux, 3 exigences peut-être. Première, peut-être une proposition pour Jacques Paquier. Pourquoi ne pas réfléchir à un média qui s'adresse aux citoyens beaucoup plus largement, des podcasts ou d'autres façons d'aujourd'hui de parler aux citoyens. Le président du comité de développement nous a dit que les membres du comité de développement de Paris Métropole étaient très partants pour un débat autour de ces questions-là. Il nous manque un média qui s'adresse aux citoyens. La deuxième phrase, c'est que dans une assemblée comme celle-là, c'est un peu classique. Je trouve qu'il y a quand même pas mal d'autosatisfaction, alors que les défis auxquels nous sommes confrontés dans le Grand Paris, mais pas seulement le Paris institutionnel de la métropole, Roissy, les villes nouvelles, Saclay, les terres agricoles, les terres naturelles, appellent des réponses qui sont à une autre échelle
que celle de la commune. Et c'est pour cela qu'avec un petit collectif initié par Bernard Landau, on a produit ce bouquin avec des gens de nature différente, hein, des historiens, des urbanistes, des sociologues et tout ça, avec ce titre un peu provocateur pour en finir avec le Petit Paris, dont on souhaite qu'il soit un élément pour les élections municipales qui s'annoncent de façon très forte. Donc c'est le souhait, deuxième souhait. Le troisième souhait, ça va peut-être déplaire, mais le troisième souhait, c'est que le Grand Paris ne peut pas se faire sans Paris. Or, depuis 2014, la ville s'est profondément repliée sur elle-même, ne considère pas, au-delà des aspects de communication, ne considère pas réellement la métropole, le système métropolitain. Et donc, le souhait et l'exigence, c'est que dans la période qui vient, Paris retrouve sa place dans le Grand Paris. Sinon, comme l'écrit un des contributeurs, le Grand Paris peut se faire sans Paris. Merci beaucoup. Sachez qu'une séance de dédicace est actuellement possible à la sortie, donc près de l'accueil. Merci beaucoup Pierre Mansat. Laure Mériot, architecte associé, présidente d'atelier 234, la parole est à vous. Bonjour à tous, merci pour cette invitation. Donc 2 minutes, un sujet. Le Grand Paris, donc ça j'ai choisi une photo d'une gare du Grand Paris, la gare sur la ligne 18 à Antony. Gare du Grand Paris, pardon. Parce que ces métros vont vraiment révolutionner la géographie du Grand Paris. Je rejoins le préfet là-dessus. Elles vont le rendre réel la métropole, car la ville, elle se construit d'abord par ses réseaux et la ville décarbonée par ses mobilités et les transports publics. Parce que ce métro va créer une ville polycentrique, élargir la ville du quart d'heure, connecter les centres des communes autour du Grand Paris, des centres qui étaient totalement, totalement disjoints, que peut-être que le périphérique va devenir la petite ceinture, Paris le premier arrondissement, et on attend les autres. Parce que sur ce grand projet, l'architecture et l'art sont mis à l'honneur. Ce n'est pas qu'un projet de travaux publics, c'est aussi un projet culturel pour le Grand Paris. Sur cette gare, on a travaillé sur l'essence, la vue, avec la lumière naturelle et les perspectives, le toucher avec la matière, la brique et le dessin, et l'odorat avec l'artiste Julie Fortier sur des œuvres olfactives, sur les odeurs et les souvenirs. Et en parlant de senteurs, le métro, c'est aussi sentir le pouls de la ville. C'est sentir le pouls de la ville, c'est sortir la société. Dans le métro, on rencontre tout le monde. Moi, je le prends énormément. On se reconnecte au réel. Et c'est un vrai lieu de mixité. Et le Grand Paris, pour moi, c'est la mixité, la richesse des cultures. Et le métro en est un emblème fort. C'est aussi permettre la porosité entre les territoires. Et aujourd'hui, cette porosité, elle me paraît indispensable pour qu'on vive tous bien ensemble. Donc vive la mixité, vive la mobilité, vive le Grand Paris et vive le journal du Grand Paris. Merci. Merci beaucoup Laure Mériot. Merci. Et de la ville du quart d'heure à la pause déjeuner, il n'y a que 8 minutes. La parole est à présent à Jacques Baudrier, adjoint au logement de la ville de Paris. Merci. Alors, la carte que je vous ai présentée, c'est la carte des logements vacants à Paris, dans le Grand Paris, qui est produite par l'APUR. Donc, c'était une façon de rendre hommage aux équipes de l'APUR. Je crois qu'il y a Alexandre Labasse dans la salle. Et pour qui décrivent comme jamais le Paris et de plus en plus, et c'est heureux, le Grand Paris, qui font un travail formidable, comme le fait évidemment le Journal du Grand Paris, qui nous accompagne au quotidien et qui est une lecture évidemment qu'on partage tous. Et longue vie, merci à Jacques Paquet et à toutes ses équipes, et longue vie au Grand Paris. Et cette carte, c'est pas n'importe quelle carte, c'est les logements vacants. Il y a aussi celle des résidences secondaires, et elle illustre le principal défi de notre point de vue pour que Paris et le Grand Paris restent une ville à vivre. Voilà celle des résidences secondaires. On a près de 300 000 logements vacants et résidences secondaires à Paris. Ce nombre augmente de 7 000 par an. C'est 26% des logements privés qui ne sont pas habités. Et si on n'arrive pas à gagner un certain nombre de batailles, ce nombre va augmenter encore trop fortement de peut-être 50, 100 000, 200 000 unités. Et donc, nous serons dans un Paris, un Grand Paris, qui sera de moins en moins un Paris vivant
avec des habitants. D'autant plus que vous voyez sur les cartes, là, ça touche aussi de plus en plus d'autres communes, en particulier dans les Hauts-de-Seine. Donc cette carte, c'est pour alerter sur ce problème, qui est un grand problème parisien, et qui va devenir de plus en plus un problème du Grand Paris, pour que notre ville et notre métropole vivent. Et pour cela, pour gagner cette bataille, il faut qu'on la mène ensemble. On a gagné la bataille contre le mulet touristique avec une victoire au bout de 10 ans de bataille au Parlement le 7 novembre dernier, une très grande bataille. Mais il va falloir qu'on gagne des batailles fiscales au Parlement aussi pour faire vivre notre ville le plus possible tous ensemble. Et c'est sans doute un des grands projets. Et ça rejoint des projets évoqués par Thierry Lajoie, M. Gaudron, et sans doute pour lutter contre cette vacance, la surélévation pour permettre de rénover les immeubles au-delà de la fiscalité sera aussi un élément de la réponse et de la victoire pour gagner des habitants à Paris et faire cet autre grand chantier qu'est la rénovation du bâti. Donc merci à toutes celles qui nous aideront à travailler à cette grande bataille. Merci. Merci beaucoup Jacques Baudrier. Juste avant notre grand témoin, la parole est à Marion Waller, directrice générale du pavillon de l'Arsenal. Bonjour. Alors, j'avais pas trop de photos, donc Jacques m'a proposé une photo de fête au pavillon de l'Arsenal avec notre cher président Patrick Bloch. Et je profite de ces 2 minutes, d'abord pour souhaiter un bon anniversaire au Journal du Grand Paris, qui est un acteur essentiel, et puis pour vous parler du pavillon de l'Arsenal que j'ai l'honneur de diriger. Cette fête, on l'a organisée parce qu'en fait, on va être en travaux durant 2 ans et demi. Et donc, avec notre équipe qui est assez jeune et engagée, on s'est dit... Quelle est notre mission, finalement, pour ces 2 ans et demi? Qu'est-ce qu'on a envie de faire? Et une des premières choses qui est ressortie, c'est évidemment de parler du Grand Paris et de faire exister le Grand Paris. Et j'imagine qu'il y a beaucoup de convaincus dans cette salle, mais je crois que pour tous les acteurs économiques, culturels qui sont dans cette zone géographique, on a aujourd'hui un devoir de faire exister cette géographie, de faire exister cette histoire commune, de raconter aux habitantes et aux habitants ce qu'on a en commun, la ville où on vit, les frontières, pourquoi elles existent, comment on peut les dépasser. Et donc nous, c'est ce qu'on va faire pendant 2 ans et demi. On va s'installer dans des lieux partout dans le Grand Paris, et pas seulement dans Paris intramuros. On va aller dans des musées, des parkings, des immeubles en rénovation, et on va raconter cette histoire. On va la raconter aussi avec des podcasts, des vidéos, parce qu'on pense que c'est aujourd'hui le grand défi pour Paris et pour les villes autour. C'est le défi principal. Si on ne résout pas ce défi-là, jamais on ne peut résoudre le défi du logement, ni celui des transports, ni celui de la qualité de l'air. Et donc voilà, au plaisir de vous accueillir dans toutes ces expositions et événements dans les années à venir. Merci beaucoup. Merci beaucoup Marion Waller, merci à tous. On peut vous applaudir. Merci. À présent, j'appelle sur scène Thomas Hans, président d'Acteurs du Grand Paris, partenaire des Assises du Grand Paris. Thomas Hans, on peut vous applaudir.